triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bonsoir, heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs de 19h à 20h dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, la co-présidente du G500 citoyens. Bonsoir. David. Ça va ? Très très bien. Et son co-président, Stéphane Pellet. Bonsoir Stéphane. Ne pas oublier le pendant masculin. Oui, le pendant masculin, oui. Parfaitement paritaire. Alors, quelles sont les dernières nouvelles du G500 ? Encore de nouvelles associations qui vous rejoignent au fur et à mesure ? Ça n'arrête pas. Bon, mais je vous l'ai dit, on vise de 3000 structures qui nous rejoindront en juin. Oui. Alors au rythme d'une vingtaine par semaine, on n'est plus très très loin d'y arriver. Des gens talentueux, comme on en verra d'ailleurs ce soir, et puis aussi tous ceux qui se mobilisent. On en parlera sur des causes malheureusement assez dramatiques, comme depuis quelques jours on vient de l'apprendre. On sera, je crois, d'ailleurs en direct. On va aller sur Mayotte dans quelques minutes. Voilà. Et voilà, ce sont des mobilisations de tous les jours pour nous, puisqu'on prépare des étapes régionales. Et je vais laisser Aurélie dérouler le programme. La justice le 25 janvier à Nice, le handicap le 11 février à Paris, la culture le 29 mars à Toulon, la jeunesse le 26 avril à Marseille et les enjeux écologiques et du changement climatique les 2 et 3 mai dans la Drôme à Saint-Sauveur-Gouvernay. Voilà le programme. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.idéal-citoyen avec un s.fr. Et celui qui dit où se trouve Saint-Sauveur-Gouvernay a gagné une invitation gratuite. Écoutez, c'est dans la Drôme, on vient d'entendre Aurélie. Ça lui coûte pas bien cher parce que c'est gratuit l'inscription. 800 communes, la Drôme. Ah oui, magnifique. Magnifique. Allez, au sommaire ce soir, 38,3 millions de Français ont joué au moins une fois à un jeu vidéo l'an passé, soit 70% de la population. Et 52% des Français jouent au moins une fois par semaine. Alors qu'en est-il des personnes en situation de handicap ? Alors que 12 millions de Français sont en situation de handicap, des solutions existent pour leur permettre l'accès aux jeux vidéo. David Combarieux, ingénieur et cofondateur de l'association Handy Gamers, est à nos côtés ce soir. Avec 7% de croissance enregistrée en 2023, le secteur de la tech en France représente désormais 8% du PIB. 2024 ne dérogeant pas à la règle, le paysage technologique français continue d'évoluer à un rythme soutenu, façonnant non seulement l'économie nationale, mais aussi la société dans son ensemble. Alors le développement du numérique est-il si responsable que ça face aux enjeux sociaux et environnementaux ? Augustin Courtier, cofondateur de Latitude, est à nos côtés pour en parler. Sud Radio. Parlons vrai. Mais tout d'abord, nous allons faire le point sur la situation à Mayotte. Nous sommes en compagnie de Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la protection civile. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation à Mayotte ? Baptiste Rivoire qui se situe actuellement à La Réunion. Qui est à La Réunion, absolument. Et qui s'apprête à partir avec une équipe. Tout à fait, exactement. Donc la protection civile s'apprête à partir à Mayotte. Aujourd'hui, la complexité de Mayotte, c'est son inaccessibilité aérienne pour l'instant, puisque seuls des vols militaires et ceux des aéronefs de la sécurité civile sont acceptés sur le tarmac de l'archipel de Mayotte. Donc aujourd'hui, on doit patienter afin d'avoir notre place dans l'un de ces vols-là. Donc pour ce faire, on a décidé de mettre en place une base logistique arrière à La Réunion où seront projetés l'ensemble des secouristes et l'ensemble du fret afin de pouvoir être pris en compte au niveau de La Réunion avant d'être projeté directement sur l'île de Mayotte. Baptiste Rivoire, donc on a eu l'occasion de recevoir votre président il y a près d'un an, je crois. On parlait de l'Ukraine à l'époque, un théâtre de guerre. Et quand on voit les images, parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, nous regarder des images ici en métropole, on a absolument l'impression d'un paysage dévasté comme dans un post-bombardement. Un conflit. Comment vous allez pouvoir faire pour porter secours dans un premier temps ? Alors tout à fait, c'est une grande complexité aujourd'hui de pouvoir s'intégrer intelligemment dans la chaîne de secours et dans la structuration générale de la manœuvre d'assistance qui est établie et qui est coordonnée sous l'autorité du préfet de Mayotte et du préfet de la zone de défense de l'océan Indien.
Pour ce faire, nous allons mobiliser des spécialistes qui répondent à des besoins spécifiques. Pour ce qui concerne Mayotte, le premier besoin, c'est le besoin sanitaire. C'est pourquoi nous envoyons des médecins, des infirmiers, des logisticiens spécialisés dans le matériel médical pour pouvoir armer des structures sanitaires d'urgence et prendre en charge des blessés graves et légers. Par ailleurs, ces médecins sont aussi spécialisés dans les évacuations sanitaires et donc pourront par la suite potentiellement établir des évacuations sanitaires si le ministère de la Santé nous en fait la demande. Par ailleurs, on a aussi on va projeter du moins des conducteurs poids lourds, des techniciens en sauvetage des blêments, des mécaniciens poids lourds pour pouvoir assurer toute la partie soutien logistique des opérations, mais aussi des techniciens en sauvetage des blêments pour la partie recherche des personnes ensevelies et de sauver des comptes. Parce qu'on ne l'a pas dit, donc la Protection civile est une très très grosse association qui porte secours, je crois de l'ordre de 30 000 bénévoles qui sont à vos côtés. Vous avez déjà des bases bien sûr à La Réunion, mais donc vous êtes peut-être là notamment en force pour la question logistique, parce qu'avant de commencer quoi que ce soit, il faut pouvoir arriver à la Mayotte avec tout le matériel. Tout à fait, hein, c'est la grande complexité aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les premières phases de projection, on prévoit de projeter entre 4 et 5 tonnes de matériel, donc ça équivaut à peu près 14 palettes. C'est très conséquent en termes de poids. Les espaces dans les avions sont chers et donc aujourd'hui voilà, on cherche à structurer un peu cette manœuvre et c'est tout l'intérêt de cette base aérienne directement à La Réunion, c'est qu'on pourra continuellement projeter du matériel qui sera par la suite envoyé en fonction des besoins directement sur Mayotte. Bonsoir Baptiste Rivoire. Beaucoup de gens cherchent à se mobiliser. Il y a beaucoup d'appels aux dons qui sont faits un peu partout. On sait qu'il y a des collectivités territoriales qui se mobilisent également. À l'exemple des 8 départements franciliens qui vont verser une subvention de 200 000 € dans le cadre du FS2I. Donc c'est important. Aujourd'hui, les collectivités aussi appellent. Comment on peut vous aider concrètement et comment on peut dire à nos auditeurs de vous aider par des dons à la protection civile? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Donnez-nous les adresses. Alors vous avez évoqué le rôle indispensable des collectivités territoriales, c'est exact. Aujourd'hui, nous, on a un partenariat avec l'Association des maires de France et un communiqué de presse est sorti en ce sens ce soir en appelant aux dons. Et donc voilà, l'acte de la générosité publique établie par l'Association des maires de France ira directement à notre profit. On a aussi lancé un appel aux dons directement sur notre site internet donc de la Protection civile pour en effet pouvoir financer ces opérations. Elles sont extrêmement coûteuses, à la fois dans la phase de projection du matériel, mais aussi dans la phase de réhabilitation du matériel par la suite. Donc en effet, voilà, on a fait appel à la générosité publique et tout don sera grandement apprécié pour pouvoir poursuivre la mission. Baptiste Rivoire, écoutez, si en tous les cas lundi prochain vous êtes encore à un moment ou un autre joignable, très probablement à Mayotte, on essaiera de vous joindre à nouveau pour faire un point peut-être un petit peu plus long quand vous aurez pris connaissance vraiment de tous les enjeux. Et puis on va surtout rappeler l'adresse mail pour faire des dons qu'on peut donner évidemment Internet. Avec un don par Internet. Baptiste Rivoire. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'adresse mail exacte, hein, c'est vraiment sur le site internet de la Protection civile, oui. Protection-civil.org où l'ensemble des informations seront indiquées. Écoutez, parfait. Merci d'avoir beaucoup. pris du temps. Merci Baptiste Rivoire, coordinateur national des opérations de la Protection civile et tout notre soutien à nos compatriotes mahorais. Allez, dans quelques instants, on va recevoir David Combarrieur, ingénieur et cofondateur de l'association Handi Gamers. Vous allez voir, c'est génial pour les personnes en situation de handicap. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on se retrouve comme tous les lundis soirs de 19h à 20h en compagnie des co-présidents du G500 citoyens, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et c'est à vous, Aurélie, de prendre la parole. Eh bien oui, c'est surtout pas à moi, c'est surtout à David Combarrieux qui est avec nous ce soir, qui a une super association Handi Gamers. On l'a dit tout à l'heure dans le sommaire, le monde des gamers touche, du moins s'invite dans toutes les familles de France. Alors vous, David, vous vous adressez notamment aux personnes en situation de handicap. C'est vrai que si on compte que 70% des gens ont déjà joué et qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas des difficultés pour que les personnes en situation de handicap puissent s'approprier, jouer aux jeux normalement
normalement. Et donc, David a développé des solutions avec l'association, justement, pour importer des solutions du monde entier, des périphériques adaptés, et aussi apporter leur aide dans les déplacements pour aller sur les lieux de rencontre. Et racontez-nous un peu comment est née cette formidable aventure. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Comment a commencé l'aventure ? Écoutez, comme beaucoup de ce type d'initiative, en général, au départ, il y a un besoin parmi les proches. Donc moi, c'est mon beau-fils Théo qui avait un souci pour accéder à sa console de jeu. Il est tétraplégique depuis une douzaine d'années. Et donc c'est lui qui m'a demandé, il y a à peu près, je dirais 7-8 ans, de commencer à bricoler pour lui trouver une façon d'accéder aux jeux vidéo sur sa console de manière plus confortable. Donc l'aventure a commencé comme ça, et puis en fait on a travaillé tous les deux sur le sujet. On s'est rendu compte qu'à l'époque il y avait absolument aucune solution matérielle, et donc on a commencé à proposer des choses et petit à petit à proposer à d'autres joueurs en fait des solutions. Parce que oui, par ailleurs vous êtes ingénieur de formation. Oui, alors effectivement, je me suis lancé là-dedans parce que moi j'avais une formation d'ingénieur en électronique et informatique. Donc même si ça datait un petit peu, j'ai ressorti le fer à souder pour l'occasion. Donc, oui, je t'en prie. Oui, allez-y. Non, je t'en prie. Non, et donc comment est-ce que vous êtes arrivé à adapter les jeux vidéo, parce que notamment une personne qui est tétraplégique ne peut pas toucher un joystick, par exemple. Comment est-ce que vous êtes arrivé à adapter ça ? Parce que c'est quand même extraordinaire. Alors oui, c'est bien là le cœur du problème, c'est que à l'époque, donc on va dire en 2016-2017, il y avait absolument aucune solution, donc il y avait que cette fameuse manette de jeu qu'on doit tenir dans la main, et une manette de jeu, comme on le sait, il faut les 10 doigts bien mobiles pour pouvoir bien l'utiliser. Donc au début c'était vraiment du bricolage, donc des manettes de jeu qu'on prenait, qu'on ouvrait, on récupérait l'électronique et on refaisait toute l'ergonomie autour. Donc ça veut dire des boutons plus gros, ça veut dire pouvoir cliquer avec autre chose que les doigts, donc le coude, ça peut être la tête, ça peut être voilà tout ce que vous avez de disponible et qui peut être mis en mouvement avec le corps. Essayer d'exploiter tout ça pour jouer. Avant que vous nous expliquiez justement comment vous avez développé tout ça, et peut-être aussi industrialiser le process, enfin je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes allé chercher aussi du côté de toutes ces ressources accessibles ? Vous savez pour la scolarité, pour l'université, des livres, mais aussi les CD, les films, enfin bref, tout ce champ de l'accessibilité qu'on appelle l'exception handicap. Alors en fait, il y a à l'époque, je savais pas trop. Moi, je suis un peu comme tout le monde. J'ai fouillé, j'ai cherché. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté qui s'est mise en place. Qui a commencé plus ou moins à la même époque, et donc il y a tout ce qu'on appelle l'environnement des Fab Labs. Donc oui. Ce sont des électroniciens, des informaticiens. C'est quoi les Fab Labs ? Des laboratoires qui réunissent. Voilà, allez-y, je vous en prie, pardon. Ce sont des laboratoires plus ou moins ouverts à tous. Donc, par exemple, vous allez en trouver dans certaines universités. Aujourd'hui, on va commencer à en trouver dans des établissements médico-sociaux. Donc, justement, des personnes qui accueillent du public handicapé. Et grâce à ces Fab Labs, en fait, on va pouvoir réaliser du matériel sur mesure. Donc, on va pouvoir réaliser des aides techniques sur absolument tous les sujets. Donc, le jeu vidéo est un des sujets, bien sûr, mais les Fab Labs, ça va être, par exemple, de la domotique, ça va être de l'accès à l'informatique, ça va être énormément de choses. Et il y a en fait tout un environnement qu'on appelle open source, donc c'est du logiciel libre, des projets qui sont libres de droit et que chacun peut s'approprier, fabriquer et modifier même pour son propre usage. Et ça, c'est un environnement qui se développe de plus en plus et qui est extrêmement riche et très utile dans le domaine du handicap parce qu'on est toujours face à des problématiques très personnelles, très spécifiques. Donc on va pas fabriquer des millions de pièces toutes identiques. Il n'y a pas de manette de jeu vidéo miraculeuse qui va pouvoir convenir à tous les types de handicap, évidemment. Oui, il faut presque du sur-mesure en fin de compte. Tout à fait. En fait, il y a un peu un mélange entre des choses qu'on va industrialiser, qu'on va faire fabriquer en petite série, et une partie vraiment sur mesure où des technologies comme l'impression 3D
sont extrêmement précieuses. Donc aujourd'hui, vous avez développé ça autour d'un cas personnel et au fur et à mesure, ça s'est un petit peu, vous avez été soutenu, j'imagine, et ça s'est un peu industrialisé, c'est-à-dire que vous proposez plusieurs produits à la vente pour les personnes en situation de handicap. Oui, alors le fonctionnement, il est parti dans plusieurs directions. La première chose, c'était d'aider les joueurs, donc aider les gamers. Donc l'objectif, c'était de pouvoir jouer, tout simplement, accéder au jeu. Donc pour ça, on a commencé à trouver des solutions, à répertorier un petit peu des choses qui pouvaient exister à l'étranger, proposer des bases de connaissances, donc traduire des modes d'emploi en anglais, les traduire en français, et puis pouvoir prêter du matériel, pouvoir inviter des joueurs sur des événements, sur des ateliers de découverte du jeu vidéo, etc. Et puis effectivement, on a trouvé utile à un moment de faire fabriquer des choses. Donc en fait, aujourd'hui, on a une partie de l'activité qui consiste à fabriquer du matériel et également importer du matériel qui vient de l'étranger. Donc il y a des solutions aux États-Unis, au Japon notamment, qui existent depuis quelques années, qui n'étaient pas disponibles sur le marché français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très utile de pouvoir devenir importateur, faire du support en français sur ce matériel et le mettre à disposition des gamers en France. C'est la société, c'est HitClick, c'est ça Voilà, donc le nom de la société, c'est HitClick. Donc HitClick, il y a un catalogue de produits sur catalogue, voilà. Il y a une capacité à faire du sur-mesure. Donc en fait, on va pouvoir adapter chaque objet qui est proposé. On peut le personnaliser selon les besoins des gens, et on a également des produits qui sont importés de l'étranger. Et à côté de ça, vous avez l'association Handy Gamer qui aussi aide les personnes en situation de handicap à se rendre sur des tournois, à en faire aussi des joueurs professionnels en leur prêtant aussi du matériel, j'imagine, qui est associé à cette entre guillemets entreprise. Oui. Alors l'e-sport, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vrai que le premier objectif, c'est de pouvoir jouer, mais c'est vrai que pour des joueurs qui, du coup, ont la performance nécessaire, leur donner l'accès à l'e-sport et à la compétition, au même titre que tous les autres, c'est extrêmement important, et que ce soit au niveau amateur, voire au niveau professionnel. Alors des e-sportifs en situation de handicap avec du matériel adapté, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-uns dans le monde qu'on connaît, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de soutenir ces joueurs en leur fournissant le matériel dont ils ont besoin pour avoir les bonnes performances. Alors, j'ai ouï dire qu'on pouvait faire des choses extraordinaires, y compris pour les personnes qui n'ont pas de main. Il y aurait même des manettes, des joysticks, c'est pas très français, des manettes, je sais pas comment on dit, qu'on peut utiliser avec les pieds, par exemple. Ah oui, totalement. Donc des joueurs qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, on en connaît quelques-uns. Certains vont utiliser la bouche, la tête. Certains vont utiliser leurs pieds, s'il y a une mobilité des pieds qui est suffisante, convenable pour le faire. Voilà, tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est du matériel aujourd'hui qui existe, c'est qu'on peut aussi mixer en fait ces différentes façons de jouer. Donc, vous avez des joueurs, par exemple, qui vont utiliser leur bouche pour faire 70% des actions, mais qui vont pouvoir cliquer avec le bras ou avec le pied et compléter avec d'autres actions. Donc, aujourd'hui, on a un environnement, on va dire, de solutions qui permet de moduler et de concevoir en fait une expérience de jeu qui est vraiment propre à chaque joueur et à ses capacités. Alors, quelle est votre organisation sur le plan géographique pour tous ceux qui nous écoutent? Vous le savez, un petit peu partout, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Ouest, bien sûr en Île-de-France. Est-ce que vous avez la possibilité de venir, d'une part, comme disait Aurélie Gros, aider des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs en situation de handicap Absolument. à pratiquer tel et tel sport, jeu, et puis aussi avec l'entreprise avec laquelle vous avez dealé, comme on dit en français? Oui. Alors en fait, on est situé dans le sud entre Marseille et Toulon, mais c'est vrai que l'activité. Ah oui, je n'ai pas trouvé mieux. Oui, il y a pire. Hein. L'activité de l'organisation associative et entrepreneuriale, elle est nationale, même au-delà, puisqu'on a aujourd'hui des demandes qui viennent d'Europe, et on a même livré aux États-Unis, au Canada et même en Corée du Sud depuis quelques temps. Ouais, tout à fait. Et est-ce que pour encore améliorer ces performances, pour que des personnes en situation de handicap peuvent devenir, j'aime pas trop le mot, c'est un anglicisme, gamers, vous faites appel ou vous allez faire appel à l'intelligence artificielle, par exemple?
Alors, dites moi, donc, bien trouvé pas ça. Beaucoup. En ce qui me concerne, pas beaucoup sur les projets qui m'occupent. En fait, moi, je suis quand même très axé sur le handicap moteur. D'accord. Donc, mon travail est quand même axé sur l'ergonomie. Donc, proposer des alternatives à du matériel. Cependant, il y a des solutions. On travaille par exemple avec un inventeur de génie qui a créé une application qui s'appelle Playability. Playability va utiliser la caméra de votre ordinateur pour interpréter les mouvements de votre visage, de votre tête et de votre main. Et vous allez associer ces mouvements à des actions dans le jeu. Donc là, oui, l'intelligence artificielle, elle peut commencer à intervenir à ce niveau-là pour optimiser, pour apprendre les mouvements que vous allez lui apprendre et qui vont vous permettre de jouer. Augustin Courtier, le fondateur de Latitude, veut vous poser une question ou témoigner, lui qui connaît très bien le numérique, l'IA, etc. Oui, bonjour. Et simplement pour peut-être apporter un point pour étendre le sujet, effectivement, la question d'accessibilité des services numériques, elle est pas que liée aussi aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de difficultés d'accès aux services numériques de manière générale. Et la question peut-être que j'avais pour vous, c'est vous parlez des solutions que vous avez développées. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une grosse communauté de contributeurs et de contributrices peut-être sur vos solutions open source pour continuer peut-être à créer ces nouveaux outils? Alors, pour le moment, sur la partie open source, on est plus utilisateur que créateur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont travaillé sur des solutions open source. Donc aujourd'hui, on commence à les utiliser dans nos projets. Donc l'idée, en fait, c'est de promouvoir ces solutions, de les faire découvrir, par exemple, à des Fab Labs dans des établissements médico-sociaux. On a commencé à partager les sources et mettre en avant ces projets, ce qui fait que, par exemple, un centre de rééducation va être capable de reproduire lui-même un joystick ou une poignée particulière, etc. Ensuite, vous parliez de l'accessibilité au numérique de façon plus large. Effectivement, il y a aussi pas mal de solutions qui peuvent être déclinées sous forme de souris pour l'ordinateur au lieu d'être utilisées en joystick de jeux vidéo. Donc en fait, les mêmes solutions ergonomiques peuvent être programmées en souris d'ordinateur ou en manette de jeux vidéo selon l'usage qu'on va en faire. Vous savez ce qu'on va faire, David, on va vous donner les coordonnées d'Augustin et puis comme ça vous continuerez à dialoguer entre avec quand plaisir. même spécialistes. Juste pour vous dire, n'oubliez pas 2 rendez-vous. Le 11 février à l'Institut national des jeunes aveugles, il faudra que vous veniez parler de toutes vos trouvailles et de tout ce que vous développez parce que c'est un grand rendez-vous. On fêtera les 20 ans de la loi pour les droits des personnes en situation de handicap et on se demandera quel bilan et surtout quel projet encore pour la développer. Et puis surtout le 13 juin, à l'intérieur du sommet citoyen, il y aura un module spécifique sur le champ du handicap avec quelques grands noms, Riyad Salem notamment, champion olympique, mais aussi on parlera de toutes ces associations qui, comme vous, développent cette question du jeu. On a reçu des gens géniaux, vous vous en souvenez, avec qui on pouvait comprendre un jeu de football simplement en touchant avec ses doigts sur quelque chose de tactile. Enfin, il y a des choses géniales qui se font. Oui, et on a aussi l'étape. On l'invite à toutes les étapes. En fait, c'est ça qui est bien. On lui fait son programme. Bon, en plus entre Marseille et Toulon, ça va. La jeunesse, le 26 avril à Marseille. Oui, pas bien loin. sûr. Mais dernière question, on va passer à la pub parce que là, je vais me faire gronder. Comment on peut vous aider? Vous avez besoin de quoi, nous, si La plateforme. la plateforme, comment on peut aider l'association, les financements, on peut faire des dons. Allez, on laisse Allez-y. répondre. Alors oui, l'association peut récolter des dons, donc handigamer.fr ou handigamers avec un s.com. Mais vous allez vous retrouver un peu au même endroit par les deux liens. En fait, ce qui est aussi intéressant aussi aujourd'hui, c'est de communiquer sur ce qu'on fait, parce que je m'aperçois que, par exemple, je vais me retrouver en discussion avec des ergothérapeutes, des professionnels de santé qui travaillent dans le handicap et qui connaissent pas ces solutions. Et ça, c'est encore un gros problème. Sur le site Sud Radio, sur le compte Twitter Sud Radio, et on va parler de vous. Et sur le site de Handy Gamers. Merci David Combarieux. Tout de suite, on retrouve Augustin Courtier, cofondateur de Latitude. C'est Jacques Pessis. La clé de votre vie, elle est très simple. Passez de joyeuses fêtes, de très belles fêtes. Vous les méritez. Bonne fête avec Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai. Bon, pour Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et maintenant, on va parler d'une autre association qui s'appelle Latitude, Stéphane. Mon attitude va être très cash avec Latitude, je vais vous le dire. Augustin Courtier, bon, très beau prénom qui rappelle le 4e siècle et des tas de gens qui réfléchissaient sur le plan des valeurs, justement. Ah oui, ça ne rajeunit pas. Latitude, c'est une structure, il va nous raconter tout ça, Augustin, mais une structure qui a réuni, je crois, plus de 500 ou autour de 500 organisations sur les enjeux technologiques. On en parlait juste à l'instant avec David et les Handy Gamers. Mais vous avez posé la question, vous avez vous aussi d'ailleurs mis les pieds dans le plat. Est-ce que toutes ces technologies, tous ces matériels finalement ne vont pas contre ou enfin ne font pas en tous les cas les économies qu'on voudrait en matière de lutte contre le changement climatique, les économies en termes d'énergie, en termes de libération de carbone dans l'atmosphère, etc. Et puis aussi de transport, parce que la plupart du temps, c'est un des éléments notamment qui joue beaucoup dans la fameuse balance commerciale française, qui fait que chaque fois qu'on achète un matériel, la plupart du temps, malheureusement, on achète hors de la France, voire même hors de l'Union européenne. Donc vous vous êtes attaqué à ça, vous allez nous raconter, c'est une longue aventure, mais surtout vous n'étiez pas forcément destiné pour ça. Racontez-nous ça. Non, effectivement, donc moi je suis ingénieur en informatique, diplômé depuis 8 ans, et c'est vrai que pendant nos études, on a été assez frappé du fait qu'on nous formait à des technologies de pointe, mais sans nous former à la dimension sociale et environnementale de ces technologies-là. Et donc tout le chemin de l'association depuis 8 ans, c'est d'essayer d'intégrer cette dimension sociale et environnementale au cœur de la façon dont on enseigne les nouvelles technologies, et ce, dès le collège. Alors, les nouvelles technologies, comme toutes les choses, il y a des choses fabuleuses et il y a des choses dramatiques. Internet, c'est une nouvelle technologie. On peut voir des horreurs sur Internet, mais on peut se cultiver, voir des films qu'on n'aurait jamais vus, etc. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer ça ? Eh ben, pour gérer ça, c'est tout notre travail, c'est de développer l'esprit critique, finalement, comme beaucoup de sujets. Ce qui serait quand même déjà une des missions premières de l'école, mais j'ai quelques doutes qu'elle y parvienne vraiment bien. Voilà, l'école fait un super travail, mais c'est vrai que sur les questions... bien fait. Sur les questions numériques... on salue les enseignants. Ah, mais on salue les enseignants, mais... Quand on regarde nos résultats internationaux, je suis moins optimiste, mais c'est pas grave. Allez-y. Sur les questions numériques, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté sur l'enseignement, puisque c'est des sujets qui bougent beaucoup. Prenons un professeur ou une professeure qui est formé à 20-25 ans. Les technologies d'ici ces 60 ans auront beaucoup évolué. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que les enseignants et les enseignantes restent à la page de ces technologies-là pour transmettre finalement aussi leur impact sur la société? C'est là où notre association essaie de développer des jeux de cartes pédagogiques pour équiper les enseignants et les enseignantes à développer l'esprit critique de leurs élèves sur des questions comme l'impact environnemental du numérique, les sujets d'accessibilité qu'on a évoqués juste avant, de diversité, etc. Et peut-être la question des géants du web qui aujourd'hui exercent quand même une forme de domination, en tout cas, monopole. Et de monopole, ça pose peut-être un certain nombre de problèmes. Ça pose évidemment des questions. Pour vous donner un chiffre, 91% des Français et des Françaises utilisent le même moteur de recherche. Qui commence par un G, qui finit par un E en 6 lettres, c'est ça ? Je vous laisse deviner le nom. Bravo. Moi, je vois pas. Et ça pose vraiment la question de notre style, de notre style numérique. C'est un peu comme si on voyait dans la rue tout le monde avec le même style vestimentaire. Ça nous paraîtrait absurde. C'est quelquefois le cas. En fait, sur le numérique, c'est un peu le cas. On a vraiment toutes et tous le même style, on s'habille tous pareil numériquement et ça pose des questions de souveraineté. Alors justement, qu'on comprenne bien, comme dirait une célèbre Cécile de Ménibus, qu'on comprenne bien. Posons le paysage. Vous avez parlé des enseignants qui sont selon vous un des premiers niveaux pour transmettre, mais vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez dit nous allons former une forme d'Open Data University, c'est-à-dire que vous êtes d'ailleurs parti de la première chose, il faut que vous nous racontiez. Vous êtes pour le fait qu'on accède aux sources gratuitement et le plus facilement possible. En fait, on travaille à 2 niveaux. D'une part, on a des jeux de cartes pour tous les citoyens et tous les citoyennes pour comprendre un peu ces sujets-là. Et on s'adresse aussi spécifiquement aux personnes qui sont spécialistes des sujets numériques
pour leur dire, vous pouvez aussi travailler sur des technologies qui sont plus responsables, et c'est notamment ce qu'on fait avec l'Open Data University, puisque depuis 2015, il y a une loi qui oblige certaines organisations, notamment organisations publiques, à publier des données de manière ouverte pour assurer la transparence de l'action publique. Et ce qu'on dit, nous, aux spécialistes numériques avec qui on travaille, c'est emparez-vous de ces données pour créer des services pour les citoyens et les citoyennes. Alors, il y a une chose, vous avez créé un jeu de cartes que vous allez nous montrer qui s'appelle la bataille de la tech. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? Voilà, la bataille de la tech et la bataille de l'IA. On a deux jeux de cartes. C'est un atelier de 2 heures. Montrez-nous le paquet. Montrez-nous les paquets. C'est pas les tailles des cartes Vallée d'Ambroise. Là, c'est la taille au-dessus. Là. Voilà, c'est une taille au-dessus. L'idée, c'est vraiment de développer l'esprit critique sur différentes thématiques numériques. Par exemple, sur la carte que je vous montre, on voit une photo avec une question qui est: est-ce que générer une œuvre avec de l'intelligence artificielle, c'est de l'art ou du copier-coller ? Vu que vous avez peut-être entendu parler du fait que maintenant on peut produire de manière automatique des images qui sont en fait fausses. En fait, c'est une fausse photo que je suis en train de vous montrer. On dirait pas. Mais c'est une fausse photo. Voilà, c'est une fausse photo qui vient interroger sur l'aspect de la propriété intellectuelle des artistes. Nous, on cherche aussi à développer l'esprit critique des gens autour des informations qu'ils vont voir en ligne. Parce que maintenant, il ne faut plus prendre pour acquis que les photos que vous voyez, les textes que vous lisez sont des textes ou des photos vraies ou même générés par des humains. Beaucoup de machines produisent des contenus de manière automatique et il faut être vigilant à ces sujets-là. Et pourtant, de tout temps, il y avait les illusions. Richard III, il croit vraiment voir bouger la forêt. Et puis finalement, c'est un songe shakespearien. Donc à l'époque déjà, on peut entraîner les gens dans toutes sortes de croyances. Moi, j'ai l'impression que sur l'Internet, c'est d'abord la première chose qui vient à tous nos concitoyens, c'est l'idée de dire on nous raconte n'importe quoi. Vous savez, c'est ce fameux esprit critique qui est développé, mais avec le sentiment un tout petit peu qu'il y aurait une sorte de complot, je vais pas trop loin, mais quand même mondial, sur le fait qu'on nous raconte n'importe quoi, qu'on utilise tout ça pour nous capter et faire de nous des consommateurs. Effectivement, et c'est le premier réflexe qu'on enseigne dans nos programmes d'éducation, c'est d'aller vérifier les sources d'une information, qu'elle a été produite par un humain ou par une machine. C'est le premier réflexe qu'on doit avoir pour aller vérifier qui a produit ces sources-là et vérifier si cette source est fiable. Connaître l'auteur, c'est déjà essentiel. Oui, parce qu'en fin de compte, on a reçu pas mal d'associations qui luttaient notamment sur la fracture numérique, qui est la dite de premier degré, relative aux équipements et aux connexions Internet. Mais il y a une fracture du second degré, comme vous le dites, relative aux usages. Et ça, c'est dangereux. Donc vous allez dans les écoles, vous allez dans les entreprises. Comment vous faites pour justement transmettre toutes ces questions-là, grâce à vos jeux, certes, mais vous allez dans les entreprises, etc. Oui, c'est ça, on déploie des ateliers dans des collèges, des collèges, des lycées, des universités, des entreprises, dans des événements, et on sera peut-être à votre événement à Lille en juin. On organise bénévolement ces ateliers pour tout citoyen et toute citoyenne, et donc pour ça, il suffit de se rendre sur notre site internet et de demander l'animation d'un atelier. Et vu qu'on a 500 bénévoles répartis partout en France, on a a priori le potentiel de venir animer un atelier près de chez vous. Alors justement, c'est une de nos questions Sud Radio, la radio du dernier kilomètre et de la proximité. Vous êtes quand même une association déjà de belle taille, avec je crois une quinzaine de salariés. Et donc vous êtes implanté dans quelle région? Et surtout, est-ce que vous privilégiez l'approche locale, régionale? On propose des formations gratuites pour toute personne qui souhaite devenir bénévole de l'association. En devenant bénévole, on vous forme gratuitement à ce sujet du numérique et de ses impacts sur la société. Et une fois bénévole, vous pouvez animer cet atelier près de chez vous. Grâce à ce dispositif, on a des bénévoles aujourd'hui dans toutes les régions de France, également en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion. Et on peut être en mesure de proposer des ateliers a priori près de chez vous. Et si on n'a pas de bénévoles près de chez vous, vous pouvez vous former pour animer ces ateliers-là. Et avant qu'on lance un appel à ces bénévoles, c'est quoi le profil finalement du militant de votre association? Nous, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le numérique parce que ce sont des sujets qui les intéressent, sur lesquels ils se posent des questions, ils ont envie de s'engager davantage. Mais finalement, le numérique, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Le numérique aujourd'hui dans nos vies, dans nos poches, avec nos smartphones. Et ce qu'on pousse auprès de l'association, c'est que tout le monde devrait être formé à ces sujets-là pour mieux appréhender le numérique et utiliser le numérique de manière plus vertueuse au quotidien. Vous avez fait le jeu La bataille de la tech et il y a celle de l'IA. L'IA, c'est la partie supérieure de la tech, c'est l'étage après, ou c'est quoi par rapport à la tech ?
C'est simplement un type de tech, un type de technologie qui a beaucoup fait la une des médias ces 2 dernières années en raison de beaucoup de nouveaux produits et services qui ont été mis sur le marché, comme ChatGPT dont beaucoup ont entendu parler, qui est un outil proposé par OpenAI. Et donc on a voulu spécifiquement faire un atelier sur ce sujet-là pour aussi démythifier tout le mythe qui était en train de se construire autour de l'IA, rappeler que c'est une technologie qui existe depuis bien longtemps, les premiers développements d'IA au moins les années 50, et maintenant qui envahit notre quotidien et sur lesquels on pense qu'il faut être formé. Restez bien avec nous, Augustin Courtier, cofondateur de Latitude. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat passionnant. On va parler justement des dérives de l'IA et du numérique, de la tech. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et notre invité Augustin Courtier, cofondateur de Latitude, Stéphane Pellet. Oui, c'est ça. Augustin Courtier, donc il prône depuis quelques mois, années, je ne sais pas, c'est né il y a combien de temps d'ailleurs, Latitude? 8 ans. Donc depuis 8 ans, il faut avoir... Juste que vous avez été diplômé ingénieur en fait. C'est ça, on était encore étudiant en école d'ingénieur et on était frappé du fait qu'on ne nous forme pas à ces sujets-là. Et donc vous nous enjoignez à avoir la bonne latitude, c'est ça, celle qui consiste à bien prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière le numérique, à savoir les enjeux sociétaux, sociaux et bien sûr environnementaux. Vous nous en avez pas encore beaucoup parlé de ça. Et je vous repose ma question un peu plus cash que jamais. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne voie pour sauver la planète, le climat, etc., avec tous ces engins qui consomment énormément d'énergie, donc l'informatique pour faire ça? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas la technologie qui va sauver le monde. C'est avant tout une prise de conscience collective sur tous ces sujets et l'attitude de comment est-ce que nous on réagit face à ces questions-là qui va compter. Après, la technologie, si elle est bien orientée, elle peut apporter un bon soutien. Sur le volet environnemental, pour aussi répondre à la question, c'est vrai que c'est un vrai questionnement aujourd'hui. Ça représente l'empreinte environnementale du numérique, ça représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est à peu près peu ou prou le secteur de l'aviation. Mais le problème, c'est que c'est une empreinte qui augmente énormément. Plus de 9%. Plus que l'aviation. Je ne saurais pas dire pour l'aviation, mais en tout cas 9% par an pour le numérique. Et c'est exponentiel. Et j'ai même pas les derniers chiffres depuis 2 ans avec le développement de l'intelligence artificielle qui nécessite aussi qu'il y ait une empreinte environnementale décuplée qui continue à augmenter et donc sur laquelle il faut vraiment qu'on se pose des questions. Mais rappelons-le pour nos auditeurs, vous développez des jeux, le jeu, comment vous l'appelez déjà, sur l'intelligence artificielle, la bataille de l'IA et puis la bataille de la tech. Donc vous menez cette bataille, mais quelles sont vos armes, Augustin? Vous y allez comme ça, la fleur au fusil? Nous, c'est l'éducation. On est des grands convaincus de l'éducation. C'est pour ça que je réagissais. Et on pense que à partir du moment où les personnes ont accès à une information de qualité, distribuée de manière saine, où on rend aussi les gens acteurs et actrices de leur apprentissage, on pense que tout le monde peut être à même de comprendre ces sujets-là, même s'ils peuvent paraître complexes à première vue. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une disparition en fin de compte des services de proximité de plus en plus, des services dans les villages où tout maintenant se passe par Internet, les déclarations d'impôts, tout. Or, vous changez la plaque d'immatriculation de votre voiture, vous avez déménagé, vous faites sur Internet, vous n'avez plus à la préfecture. J'ai lu dans vos chiffres qu'une personne sur 6 en France n'a pas utilisé Internet au cours de l'année 2019. Et que quand une personne ne possède pas les compétences numériques de base, donc envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes en ligne, utiliser des logiciels, il y en a quand même encore beaucoup, c'est-à-dire toute cette génération de personnes qui n'est pas née avec Internet du tout et ne sait pas se servir d'Internet. On parle alors d'électronisme. Ah, l'électronisme, je ne connaissais pas ce néologisme. Oui, mais ça va être... C'est vrai, mais c'est très problématique ça. Oui, c'est ça, effectivement. Notamment pour les personnes, on en parlait lors d'une mission au Salon des maires, les plus âgées. Bien sûr. Exactement. Et c'est pas uniquement les plus âgés, parce que l'électronisme, c'est une notion qui regroupe toutes les personnes qui n'ont pas les compétences de base sur le numérique. Donc, compétences de base, ça va être aller sur Internet, faire une recherche, produire un document numérique, etc.
Et on a l'impression que ce sont beaucoup des personnes âgées, et il y en a, mais aussi des jeunes qui en fait finalement utilisent un certain type de numérique depuis leur plus jeune âge, mais n'ont pas été formés à utiliser le numérique tel qu'on l'appelle et qui permet plein d'usages émancipateurs. Et donc tout ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'alerter sur cette fracture que vous évoquez, qui fait que tout un certain nombre de personnes sont exclues finalement de la société numérique qui avance à grande vitesse. Mais on a compris votre pari éducatif. Pour autant, donc, quels sont les outils que vous allez pouvoir expliquer à tout le monde pour qu'on diminue cette fameuse empreinte carbone dont vous dites que pour l'instant, elle augmente de façon exponentielle. Parce que finalement, on va juste culpabiliser les gens à la fin. C'est-à-dire, on va leur dire, c'est pas bien, mais comme ils sont obligés d'en passer par là, voire même ils sont très attirés, voire même addicts, on le sait, ils vont avoir du mal finalement à s'en sortir. Oui, je pense que la clé, c'est pas de culpabiliser, mais plutôt de responsabiliser en donnant des notions clés. Typiquement sur le numérique, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui a le plus d'impact environnemental, ce sont les terminaux qu'on utilise, donc les smartphones, les télés, les ordinateurs. Pourquoi ? Parce que la phase de fabrication de le cloud, a priori, consomme énormément, il paraît. Oui, mais moins que ces terminaux, qui sont effectivement, s'il y a une action à prendre pour réduire et être plus responsable dans sa consommation du numérique, c'est d'allonger la durée de vie de son téléphone, l'acheter de manière reconditionnée, s'assurer qu'il est recyclé une fois qu'il est en fin de vie. C'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Alors moi j'ai une idée, là, vous devriez revêtir un petit habit costume de Père Noël et vous passeriez dans les grands magasins pour expliquer vu la date. Que finalement là, le smartphone, là, je dis pas la marque, 13, 14, ça suffit largement. Qu'est-ce que tu as besoin du 16 ? Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de grandes chaînes qui font du reconditionné. Je pense que ça commence à rentrer dans des grandes marques et des grandes entreprises de proposer en tout cas cette alternative. Et ça va dans le bon sens. Un petit peu comme la tendance actuelle concernant les vêtements, c'est ça ? Oui, exactement. Et je pense que c'est assez extraordinaire, là où vous avez raison, c'est que les gamins, par exemple, sont passionnés par l'idée de recycler, de revendre, de s'amuser. On ne va pas donner les marques ici, mais je pense que... Est-ce que ça se développe beaucoup, ça, un marché de la revente ? Est-ce qu'il y a des opérateurs, on va dire, vertueux, pour employer votre terminologie ? Oui, ça se développe beaucoup. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui se mettent sur ce sujet-là. Après, j'aimerais quand même rappeler que le premier geste, ce n'est pas de reconsommer, même si c'est reconditionné, c'est aussi de tout simplement allonger la durée de vie de son matériel, ne pas forcément le changer alors qu'on en a pas besoin, et peut-être avant tout ne pas consommer. C'est le premier pas. Alors, il y a une question. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est génial. Il faut le dire, il faut que vous nous donniez des infos, on les redonnera, nous, parce que vous savez que dans le domaine, par exemple, de la voiture, on dit, non, les vieilles voitures, elles consomment beaucoup. Oui, et parfois, elles consomment... les vieux conducteurs. Moins que des voitures plus grosses et plus modernes, soit dit en passant, mais c'est une réalité, c'est les plus petites, évidemment. Une question, en ce qui concerne le handicap, on en a parlé il y a quelques instants avec David Combarieux. Est-ce que vous parlez également d'accessibilité numérique, c'est ça ? En quoi ça consiste pour le handicap ? Pour les personnes en situation de handicap, pardon. C'est ça. Comme l'expliquait David sur le jeu vidéo, en fait, le numérique n'est pas forcément simplement accessible pour toute personne, notamment en raison de handicap. Ça peut être une maladie de Parkinson, ça peut être une personne malvoyante, etc. Et donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques pour construire des services numériques, des sites internet, des plateformes numériques qui sont accueillantes pour toutes ces personnes-là. Et tout ce secteur est aussi source d'innovation. J'aimerais le rappeler, et j'aurais aimé rebondir là-dessus tout à l'heure quand David présentait son action. C'est qu'il y a aussi des innovations numériques qui sont venues parce qu'on a aussi mieux pris en compte les personnes en situation de handicap. Je donne un exemple, le mode vibreur sur son téléphone était pensé à la base pour ça, pour des personnes qui pourraient ne pas forcément entendre une sonnerie. Mais c'était pas pour pas déranger le monde. Voilà, c'était pas pour déranger le monde. Ah, c'est fou ça. Alors justement, rêvons un peu, tous nos auditeurs, très nombreux tous les lundis soirs, vous le savez, et aussi sur les plateformes digitales, bon ça c'est une bonne utilisation du numérique, ont envie de vous rejoindre, donc d'avoir une formation gratuite, de devenir parmi les 500 bénévoles auprès de vous. Mais dans les éléments que vous allez donner pour le profil, il faut peut-être que vous rappeliez que vous souhaiteriez aussi qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent dans vos effectifs, que ce soit ingénieurs, techniciens, parce qu'elles ne sont que 30%. Alors là, ça n'est pas très vertueux, Augustin. C'est ça, seulement 30% de femmes dans le numérique, et c'est encore pire si on prend seulement les ingénieurs en informatique, 15%. Ah oui. Et comment expliquer cette désaffection ?
plein de raisons qui sont d'ordre aussi très systémique, mais c'est avant tout aussi parce que le numérique ne représente pas forcément un secteur qui soit attractif pour des femmes. C'est un secteur où il peut y avoir des violences envers les femmes, où il peut y développer... Mais comme dans tout secteur finalement, mais étant donné qu'il y a majoritairement des hommes aujourd'hui, cela peut créer un peu une culture de frères, une culture masculine qui peut être repoussante pour certaines femmes. Une étude montre justement que non seulement il y a moins de femmes dans le numérique à la sortie d'études, mais qu'en plus le chiffre baisse avec le temps, alors que dans des secteurs comme l'éducation ou la santé, c'est l'inverse. Il y en a plus au début et ça augmente avec le temps. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui sont tournés vers l'autre, vers l'altérité, où on se sent utile, ce qui est moins le cas sur... Je ne vais pas faire de transition parce qu'il faut que vous nous donniez les adresses internet, les téléphones. Alors moi, c'est ma question, ça. Comment peut-on vous aider ? Non, justement, je ne voulais pas le faire tout de suite. Allez-y. Je voulais dire qu'il faut aller comme dans des domaines maintenant où les femmes sont les égales de l'homme, le rugby par exemple. Ah ben surtout ce soir, vous verrez dans le teasing. Ce soir. Alors comment vous aider Augustin, pour conclure. Ce qui nous aide le plus, c'est de devenir bénévole de l'association. C'est pas les financements, c'est vraiment devenir bénévole. Ça nous permet d'avoir des personnes formées à animer nos ateliers partout en France pour que tout le monde puisse découvrir ces sujets-là. Internet. Sur le site latitude.cc, donc LATITUDES.cc. Qu'est-ce que c'est ? Et il y a un bouton devenir bénévole. C'est simplement une extension autre que le .com ou le .fr, mais voilà, c'est un petit gadget. Et appeler les lycées et les entreprises à se former et à faire appel à vous justement pour les bonnes utilisations de la tech. Exactement. Merci à vous, Augustin Fourquet. Merci Aurélie Gros. Merci Stéphane On passe le ballon, d'accord, on a compris. Là, on va passer le ballon à notre ami François Trio. Salut François. Ouais, mais là, c'est un vrai teasing parce qu'en fait, ce soir, on va parler des étoiles du rugby féminin. Parce que c'est la première fois, et Sud Radio est associé à cet événement qui est organisé par Sud-Ouest, qu'on célèbre toutes les joueuses et également les bénévoles. Voilà, c'est une soirée exclusivement rugby féminin qui se place à Bordeaux, qui est en train de se terminer. Et on le vivra bien sûr dans les vraies voix du rugby. Et on aura le palmarès. Et merci à Sud Radio de nous avoir fait vivre un week-end de rugby tellement énorme pour les clubs français en Coupe d'Europe. Entre l'Union Bordeaux-Bègles, La Rochelle, le Stade Toulousain, c'était absolument grandiose. Merci, on se retrouve, vous restez avec l'équipe rugby bien sûr. Tout de suite, Cécile de Ménibus, Sud Radio à votre service. Et nous, on se retrouve pour les vraies voix avec Cécile de Ménibus bien évidemment, demain 17h. Allez, à demain sur Sud Radio. Sud Radio à votre service.